Bien, alors, bienvenue tous les quatre. Donc, cette première table ronde va être consacrée plus particulièrement aux interactions entre le monde de la recherche, le monde de la décision et le monde de la presse sur les débats de politique économique. Il y aura une deuxième table ronde sur la question du consensus en économie à partir donc, de l'enquête que nous avons réalisée. Mais si vous avez envie également de dire un mot sur ces questions de consensus, évidemment, vous êtes totalement libre. Alors, nous allons donc avoir un premier volant de présentation très courte, et puis ensuite, il y aura un débat avec la salle, puisque parmi vous, donc, je vois beaucoup de visages qui ont certainement des choses à dire sur le sujet. Nous allons commencer par Odile Renaud-Basso, non seulement parce qu'elle a été aux avant-postes d'observation de cette relation, mais peut-être aussi prosaïquement, elle doit nous quitter pour aller rejoindre une réunion importante à l'Élysée. Voilà. Alors Odile Renaud-Basso donc a fait une carrière importante au Trésor que je ne vais pas détailler. Elle a été directrice adjointe de cabinet de Herman Van Rompuy, qui était président du Conseil européen au début de la crise européenne. Donc c'est aussi une expérience hors de France qui peut être intéressante. Elle était directrice adjointe de cabinet de Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et donc à cette occasion a eu à interagir avec le CAE. Et maintenant, directrice générale du Trésor, et donc voit quotidiennement des économistes qui sont pas du monde universitaire, donc pour aussi nous éclairer sur les différences de culture entre le monde des économistes académiques et puis le monde des économistes du Trésor. Donc Odile, merci beaucoup d'avoir fait néanmoins l'effort d'être avec nous aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Et tu as la parole. Merci beaucoup Agnès, et excusez-moi, je suis absolument désolée de devoir vous quitter à 10h. Je vais essayer d'appliquer la très bonne note du CAE sur la dépense publique, mais puisqu'on a quelques sujets de finances publiques. Voilà, c'est un plaisir pour moi de participer à cette table ronde. Alors d'abord, je dois faire un aveu que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est que je ne suis pas économiste, mais que j'ai essayé de me rattraper, parce que j'ai beaucoup côtoyé d'économistes, et donc voilà, j'ai un peu j'ai beaucoup travaillé avec des économistes et essayé d'intégrer ce que c'est que la culture économique. Et j'ai eu effectivement l'occasion à plusieurs reprises d'être à l'interaction entre les économistes et le monde politique. Et notamment, il y a deux expériences sur lesquelles je voulais revenir plus particulièrement. La première, c'est effectivement en tant que directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, où on a, avec Agnès, la présidente du CAE, essayé de voir comment travailler au mieux et faire essayer de maximiser, de travailler justement sur cette interaction entre économistes et décisions politiques, alors avec des expériences diverses, selon les notes et selon les... Mais peut-être pour commencer par cette expérience, puis après je reviendrai sur mon expérience en tant que directrice du Trésor. Sur cette expérience, je pense que on avait beaucoup réfléchi au moment de la mise en place du CAE, une nouvelle formule d'une certaine façon, à quel format, quel type de production pouvait avoir le plus de portée en termes de décisions politique. Et du coup, on était passé un peu des rapports qui étaient la marque de fabrique du CAE, de rapports très approfondis, à des notes rédigées à plusieurs, mais plus synthétiques et plus courtes, donc plus lisibles par les dirigeants politiques eux-mêmes. Et je retire de ça, peut-être de cette expérience, plusieurs choses. D'une part, c'est que je pense que ça dépend beaucoup des personnes, et ça dépend beaucoup du Premier ministre et de sa capacité ou des ministres et de leur capacité d'écoute et de dialogue, mais je pense que au-delà de la lecture, de papier, de notes, etc., l'échange est sans doute la chose la plus efficace, le dialogue direct, la capacité de poser des questions, pour le Premier ministre, de challenger en disant « mais vous me dites ça, mais moi, mon expérience c'est celle-là, et je vois pas comment mettre en œuvre votre recommandation qui est... très bien en théorie, mais concrètement inapplicable. »
applicable, etc. Donc je pense que en fait, l'échange direct est sans doute le moyen le plus efficace du point de vue du politique, en tous les cas, de tirer la substantifique moelle de ce qu'il peut tirer en termes de réflexion et de décision. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas essayer d'avoir un effet immédiat et direct sur la décision, sauf cas très exceptionnels. Ça arrive parfois. Moi, je me souviens d'échanges, alors qui étaient dans un format différent de celui du CAE, mais entre le Premier ministre et un groupe d'économistes, dont Élie Cohen, qui était là sur la compétitivité et comment, en 2012, mettre le sujet de la compétitivité de l'économie française sur la table. C'est un sujet qui n'avait pas du tout été dans la campagne électorale, et sur lequel il y a eu une volonté du gouvernement d'agir. Alors ça a conduit au CICE, qui n'était peut-être pas le modèle recommandé par les économistes au départ, en termes de mécanique, de mécanisme opérationnel. Mais en tous les cas, sur comment, quelle était l'ampleur du problème, est-ce que c'était un vrai sujet, pas un vrai sujet, comment l'introduire dans le débat public. Je pense que le dialogue entre un décideur politique et les économistes à ce moment-là a été extrêmement important. La troisième chose que j'avais le même exemple que celui que tu as cité tout à l'heure sur les faillites. Je me souviens qu'on avait vu cette note du CAE arriver sur les faillites, et ça nous paraissait très très loin des enjeux quotidiens de Matignon à l'époque, etc. Et il y avait un échange extrêmement utile et intéressé, même s'il n'y avait pas de projet de loi de réforme des faillites immédiat, etc. Mais en termes de compréhension de quel était finalement l'impact du dispositif, du cadre juridique existant, etc. Donc une vraie prise de conscience. Et donc je pense que finalement, c'est autant de graines, d'éléments de réflexion, qui sont mis quelque part dans la tête des décideurs politiques et qui peuvent à un moment ou à un autre, quand l'opportunité arrive, servir à alimenter la décision politique. Parce que un des sujets de déconnexion majeure, c'est quand même le temps, entre le temps assez long de la recherche, de la réflexion académique, etc., et le temps de la décision politique. Et je pense que c'est là où il y a parfois une déconnexion, et que du coup, il faut accepter le fait qu'on ne soit pas dans le même temps, et que finalement, tous ces travaux soit présentés, soit discutés, et puis va faire mûrir la réflexion dans le plus long terme. Un autre exemple que j'ai tiré de notre expérience à Matignon, c'est, on discutait souvent avec Agnès de quel sujet mettre sur la table, sur quel sujet on pensait utile que le CAE travaille, et nous on était toujours, alors dans un mois, une note sur tel sujet, et en fait, l'horizon de production ne pouvait pas être celui-là, d'où la difficulté de faire coïncider les agendas, l'agenda du CAE les productions avec l'agenda politique, mais finalement, in fine, je pense que c'est par moment ça coïncide, par moment ça coïncide pas complètement, mais c'est pas dramatique parce que finalement ça alimente quand même la réflexion de long terme. Sur la question, un des éléments importants aussi que je retire, c'est la question de... Comment dire, et c'est pareil, j'ai un peu la même expérience au Trésor, c'est la question de la pluridisciplinarité. Et pour un décideur politique, comme pour un décideur administratif, le point de vue économique est un point de vue très légitime et très important, et c'est bien de savoir quelle est la rationalité économique et quel est les effets économiques d'une décision, etc. Mais il y a énormément d'autres éléments à prendre en compte. Alors, il y a évidemment les questions de faisabilité, l'acceptabilité politique, etc. Mais il y a aussi les questions de l'impact social. Et moi, j'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est à la direction du Trésor, on travaille sur des questions de concurrence, de libre installation des grandes surfaces, etc. Et donc, moi j'ai un point de vue assez personnel sur le sujet, parce que j'ai travaillé à la Caisse des dépôts, qui travaille beaucoup sur les questions urbaines et d'évolution des centres urbains, etc. Et je pense qu'en France, on a un vrai sujet d'évolution des centres urbains qui se vide par le développement de périphéries et de grands centres commerciaux en périphérie qui ont des effets assez délétères sur la structure des villes, et dont on voit, je pense, aussi les effets en termes d'évolution politique, parce qu'il y a souvent une assez grande coïncidence entre ces constructions urbaines et un certain type d'électorat. Et on a des discussions sur le fait que la rationalité économique, c'est effectivement laisser les grandes surfaces s'implanter pour développer la concurrence, avoir les meilleurs prix, etc.
donc c'est bien pour le consommateur, mais ça a des effets, je pense, structurants sur le mode de fonctionnement de la société, le mode d'interaction, même de constitution des réseaux sociaux, etc., qui est d'une autre nature, qui est de nature plus sociologique, et qui n'est pas appréhendé dans le raisonnement économique pur. Et ça, c'est une difficulté. Alors je pense qu'il faut arriver, ça ne peut se traiter, je pense, que par une certaine forme d'interdisciplinarité où prendre en compte une dimension sociologique peut être importante, prendre en compte une dimension, d'autres formes de dimensions que la dimension purement économique. C'est pas facile. Alors, et au particulier à la direction de Trésor, où on a une fonction économique et beaucoup des économistes, mais je pense que c'est un enjeu important. Peut-être un mot du coup maintenant sur comment au Trésor on interagit avec le monde académique. On a beaucoup d'économistes qui sont pas des quelques économistes académiques, quelques-uns qui ont fait des thèses et des travaux de recherche, mais pour beaucoup sortis d'écoles d'application formant des économistes. On a une production qui est plus tournée vers la décision politique, la recommandation politique, la prévision économique, comme tu disais. Mais on essaye de développer les ponts avec le monde académique. Alors on fait des travaux, on fait des séminaires communs. On a pas mal de séminaires où on fait intervenir des chercheurs du monde académique, le séminaire Fourgeau-Bachelier. On a des relations avec l'Association française de sciences économiques, le CAE, etc. Et je pense que pour nous, c'est extrêmement important aussi pour irriguer le travail et les réflexions internes au sein de l'administration pour éviter d'être dans un univers trop fermé et tournant un peu sur lui-même. Alors parfois aussi, il est arrivé qu'il y ait des économistes qui soient dans les cabinets ministériels et ça, ça arrive de temps en temps. Et ça, j'ai trouvé ça aussi. Je pense aussi que c'est extrêmement utile à la fois pour le ministre et pour l'administration parce que c'est souvent les économistes académiques qui arrivent dans cet univers se mettent souvent dans une position un peu de challenger, pour justement remettre en cause certains acquis de la pensée qu'on peut avoir ou certains fondamentaux sur lesquels il y a un très fort consensus dans l'administration. Et je pense que c'est très utile. Il y a un autre exemple que j'ai dans ce sens-là, c'est le Haut Conseil de stabilité financière. Alors c'est pas parce que c'est Agnès qui est membre de ce conseil, mais c'est un conseil qui a été mis en place suite à la crise financière et qui regroupe Banque de France, AMF, le Trésor, le ministère des Finances et quelques personnalités qualifiées, donc des économistes. Et je trouve que c'est une interaction qui est extrêmement utile, pertinente en fait, parce que c'est les économistes, d'une certaine façon, pour le dire familièrement, c'est un peu le poil à gratter. C'est-à-dire que vous avez les institutions, les autorités de régulation qui disent voilà notre vision, la stabilité, les choses sont stables, et en fait, les personnalités qualifiées économistes disent non mais vous êtes sûr, est-ce que vous avez bien regardé ça, donc elles challenge sur le plan technique mais aussi un peu plus prospectif les acquis la vision des autorités de régulation, de supervision ou du ministère et voilà, je trouve que c'est un mode d'interaction qui est extrêmement efficace parce qu'en fait on présente nos travaux, nos analyses, etc. et il y a un challenge par des académiques et c'est une façon, je pense, d'interagir qui fonctionne bien. Je vais peut-être m'arrêter là, pour ne pas monopoliser la parole. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir dans les propositions que vous faites. Il y a deux choses qui me paraissent, l'interdisciplinarité et l'importance de l'évaluation. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de progrès à faire. Il y a des progrès qui ont été faits, mais on a beaucoup de progrès à faire. Il y a deux sujets. Une certaine forme d'impatience. Quand on développe les évaluations, je pense qu'il y a une difficulté du politique à comprendre qu'il faut du temps long pour vraiment évaluer. On l'a vu sur le CICE où on commençait à évaluer, alors même que les premiers effets ne pouvaient même pas commencer à être perçus, donc d'où des difficultés de compréhension des résultats, etc. Donc je pense que et on retombe sur le problème Maintenant, je pense que les politiques intègrent l'idée qu'il faut faire des évaluations, mais ils souhaiteraient avoir l'évaluation pour l'année suivante ou 2 ans maxi, parce que finalement, leur horizon de temps à eux est au maximum un quinquennat, enfin au maximum, on ne sait jamais, mais enfin, est assez court. Et donc, on a un vrai sujet là-dessus. Et je pense par ailleurs qu'on a un sujet de généralisation de l'évaluation ex post.
on a devant nous, et je faisais l'allusion tout à l'heure à la note du CAE sur les dépenses publiques, je pense qu'en matière d'utilisation des dépenses publiques et d'optimisation et d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, qui est quand même un enjeu dans notre pays assez structurant, je pense que voilà, le développement d'évaluation par des laboratoires académiques, etc., est un élément extrêmement important sur lequel il faut qu'on s'appuie dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Odile. Alors, peut-être quelques toutes petites réactions. D'abord, effectivement, il y a des relations entre l'AFSE et le Trésor. Et notez bien dans vos agendas le 14 décembre les entretiens sur l'évaluation des politiques publiques. Sur le Haut Conseil de stabilité financière, c'est marrant parce que c'est exactement ma perception. Et d'ailleurs, qui s'est amélioré au cours du temps. Mais au départ, on avait vraiment l'impression, donc tu as dit elle, parce que nous sommes 3 personnalités qualifiées et ES, puisque tous les membres de droit sont absolument sans exception des hommes. Et vraiment, on avait l'impression de gêner, quoi. D'ailleurs, même physiquement, on nous avait mis dans un petit coin et enfin, tout est sous contrôle. Enfin, qu'est-ce que vous avez à poser des questions? Et bon, maintenant, je dois dire que la confiance est arrivée et on a des interactions très très constructives. Je pense que ça y est, ils ont compris qu'on n'était pas méchantes, mais on voulait juste être sûr de bien comprendre. Alors, petite annonce ici sur la note des dépenses publiques qui paraît après-demain, donc vous allez pouvoir la voir. Et en effet, en France, en fait, il faut aussi avoir en tête qu'on a un stock d'évaluation des politiques publiques qui est maintenant important. Et donc, pour un programme de réduction des dépenses publiques, on peut s'appuyer sur des choses existantes. C'est-à-dire que ce n'est pas peine de décider aujourd'hui d'évaluer, de lancer des évaluations économétriques sur... par rapport au programme de baisse de dépenses publiques qu'il faut décider aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on peut s'appuyer sur la recherche passée. Sur la pluridisciplinarité, j'aurais eu envie de poser la question, quelle organisation? Parce que finalement, au CAE, on essaye de faire bien le travail d'économiste. C'est déjà difficile. Donc, faire de la pluridisciplinarité, ça nous semble hors de portée. On a fait quelques tentatives, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, on serait extrêmement heureux de pouvoir dialoguer et avoir des actions jointes avec des sociologues, avec des juristes. Mais comment faire? Qu'est-ce que tu aurais en tête comme dispositif pour améliorer cette interdisciplinarité, justement, on a bien conscience de problème? J'ai pas de le CAS, le Conseil, le France Stratégie, je sais, parce que je pense, Jean, en face de moi, non, c'est un lieu de pluridisciplinarité, je pense, donc ça peut être un des espaces. Après, ça peut être des travaux communs sur une thématique, c'est-à-dire avec des angles. Il y a un autre point que j'ai pas évoqué, sur lequel qui est les interactions internationales aussi. Et ça, c'est un sujet d'actualité pour nous, parce qu'il y a une vraie volonté en ce moment, par exemple, de relancer le franco-allemand. Et je pense qu'une des façons de relancer le franco-allemand, qui est pas forcément, qui a ses difficultés, mais c'est aussi d'arriver à mieux comprendre qu'il y ait plus d'échanges. Alors, ça se fait déjà, hein, mais d'aller plus loin dans les échanges sur la pensée économique, parce que je pense qu'on a des modes de réflexion, des économistes qui pensent de façon assez différente, quand même, assez largement, et ça se traduit dans les orientations politiques. Alors ils ont plus de juristes que d'économistes, hein, donc ils réfléchissent plus d'une façon juridique qu'économique, mais quand même je pense que d'arriver à mieux travailler ensemble sur le plan économique serait un des... Ouais, c'est vrai que les débats franco-allemands nous aident à relativiser les divisions en France. C'est-à-dire que quand on arrive en Allemagne, on voit que c'est une échelle supplémentaire, et un zéro de plus dans l'échelle des divisions. Alors, merci beaucoup, Odile. Donc, comme Odile doit partir, je vais vous proposer éventuellement, si vous avez des questions à lui poser ou si vous avez des réactions autour de cette table basse. Oui, prenez celle. Indépendamment des personnes, je me demandais s'il n'y a pas aussi des questions sur les modèles. Parce que les décideurs politiques ne comprennent pas forcément. Au-delà des questions des personnes, des sociologies en fait, de recherche, je me demande s'il n'y a pas aussi des questions sur les modèles utilisés pour la décision publique. C'est-à-dire que les politiques ne comprennent pas bien les mécanismes économiques, mais si on leur dit tel ou tel curseur sur la taxe d'habitation, ça implique ça et ça, ils comprennent à peu près quand même, parce que ça parle un peu à leur fibre politique. Donc il y a quelque part aussi, on revient sur l'aménagement du territoire, des modèles qui tournent et qui sont influents pour la décision publique, mais qui ne sont pas forcément ceux qu'un économiste aurait, disons, qui embarquent
des modèles, une pensée économique qui après évidemment crante la décision publique. Donc est-ce qu'il n'y a pas ainsi un débat à avoir sur les modèles qu'utilisent, alors sur la direction du Trésor, sur la législation fiscale, enfin ça peut être un peu le même d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, des sujets qui peuvent être des sujets CEPI, où effectivement on s'aperçoit que la manière dont finalement le décideur va avoir la note de synthèse qui dit il y a 3 scénarios A, B, C avec tel ou tel impact, va être influencé par, à la base, ce qui a permis de fabriquer les 3 scénarios. Et donc, s'il n'y a pas un travail aussi à faire un peu open data sur la manière dont tournent les modèles et effectivement les biais qu'ils embarquent. Je pense à l'administration du territoire, parce que c'est un endroit où on a l'impression qu'il y a pas mal de biais, et ça renvoie au centre-bourg, des choses comme ça. Oui, il y a eu beaucoup de débats sur les modèles. Il y a eu certains ministres qui ont beaucoup challengé les modèles qu'on utilisait. Je me rappelle de Montebourg. On essaye d'être assez transparent sur les modèles, d'abord de les actualiser, de les faire. Comment ? C'est pas. Non, mais il y a eu des vrais débats dans la presse, dans la grande presse sur les modèles. Effectivement, de les rendre transparents pour pouvoir voir que d'autres les utilisent et puissent les challenger. Je pense que c'est utile. Et de les actualiser de façon régulière, c'est aussi utile. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, en matière d'évaluation de recettes, on a souvent des approches assez statiques, avec nous-mêmes des difficultés d'accéder aux données, donc la DLF et donc la difficulté à vraiment évaluer finement l'impact des mesures en dynamique, notamment. Si je peux me permettre une expérience personnelle sur l'interprétation plutôt des résultats des modèles plutôt que les modèles eux-mêmes, donc c'était une note de Brigitte Dormont et collègues sur les dépenses publiques, comment maîtriser les dépenses de santé, et montrant que les petites dépenses de santé sont fortement élastiques au prix, enfin sont un peu élastique au prix plutôt, alors que les grandes dépenses de santé, pour les gens qui sont très malades, l'élasticité est nulle. Et donc l'économiste standard conclut qu'il faut faire participer les malades pour les petites dépenses, mais par contre les couvrir complètement pour les grandes dépenses. C'est optimal. Et en fait, le responsable politique standard pense exactement l'inverse. Il va conclure exactement, enfin je caricature un tout petit peu, mais à peine, il va conclure exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'élasticité, il le perçoit comme une capacité des citoyens de ne pas être contents, en fait, de râler. Et donc, du coup, il va falloir couvrir complètement les petites dépenses et par contre faire participer aux grandes dépenses, puisque de toute façon, comme l'élasticité est faible, ça veut dire que les gens ne pourront pas râler. C'est à peine caricatural par rapport à des difficultés qu'on peut avoir dans les discussions. Voilà, bon, Odile, merci beaucoup. Voilà. Donc maintenant, je vais donner la parole à Pierre-Alain Muet, qui, comme vous le savez, a été député de la 2e circonscription du Rhône pendant 10 ans. Et c'est l'exemple type qui est assez rare, de l'économiste, docteur d'économie, qui est partie prenante, directe, dans la décision de politique économique, de politique plus généralement d'ailleurs. C'est un ancien président de l'Association française de sciences économiques, créateur et surtout créateur du Conseil d'analyse économique, premier président délégué. Donc dans un format qui était différent du format d'aujourd'hui, qui a joué un rôle absolument énorme en 97 et dans les années suivantes. Donc un pionnier, un pionnier en la matière, et donc il va nous raconter un peu son expérience de son expérience à l'interface entre le monde de la recherche et le monde de la décision publique. Merci beaucoup, Pierre-Alain. Merci Agnès. C'est vrai que c'est un plaisir de retrouver des visages connus que j'ai croisés ou au Conseil d'analyse économique ou à l'Association française de sciences économiques. Juste 2 réactions peut-être sur la note avant de parler un peu des origines du Conseil. Je pense que le code de déontologie est tout à fait fondamental et c'est bien que ce soit l'AFSE qui le prenne en charge. Je dirais que d'une certaine façon, dans le fonctionnement du Conseil d'analyse économique, ce code était implicite puisque les économistes qui s'exprimaient devant le Premier ministre le faisaient à côté de leur père, devant leur père. Donc ils étaient très attentifs à la rigueur de ce qu'ils disaient. Je suis moins convaincu par la 2e proposition. Elle est certainement utile. Un panel qui s'exprime régulièrement sur les différentes questions que peuvent se poser les politiques ou la presse.
j'aimerais pas qu'on aboutisse à un gouvernement des économistes. Je pense que c'est bien d'avoir des économistes qui sont là pour alimenter le débat et les décisions publiques. Il faut séparer l'économiste du politique, et me permet de dire ça alors que j'ai exercé les deux fonctions. Mais c'est exactement la logique du Conseil d'analyse économique initial. Alors, d'abord, un petit mot sur ce qu'attendent les politiques, ça va être l'essentiel de mon intervention. Si on posait la question aux députés, qu'est-ce que vous attendez des économistes? Je pense que toute sensibilité confondue, ils vous diraient, j'attends qu'ils m'expliquent sur chacun des sujets qui nous concernent quelles sont les analyses qu'ils font et quelles sont les différentes options. Et je pense que tous diraient, j'attends qu'on me présente différentes options. C'est moins vrai pour l'exécutif, du moins c'est ce que pensent les économistes. Ils pensent que la meilleure façon d'influencer l'exécutif, c'est de lui proposer des solutions clés en main. Moi, je pensais exactement le contraire, et Lionel Jospin aussi. On n'a pas besoin des économistes pour construire complètement la solution. C'est le rôle des administrations économiques, elles le font très bien. D'ailleurs, le principal problème que rencontre le politique, c'est qu'on lui amène en général des analyses toutes faites, très bien faites, et puis des solutions toutes faites. Et il est un peu prisonnier s'il n'a pas à côté de lui une institution qui lui permette de réfléchir, de prendre du recul. Et c'est au fond cette idée-là, de pouvoir prendre du recul, de s'appuyer sur la réflexion et sur le débat économique qui a été à l'origine du Conseil d'analyse économique. Ce conseil, on l'a mis en place il y a 20 ans, en 1997, dès les premiers jours du gouvernement de Lionel Jospin, mais on y pensait bien avant. Dès la campagne présidentielle de 1995, Lionel Jospin avait eu l'idée d'avoir un chef économiste. J'utilise cet anglicisme. Et il m'avait demandé de participer à ces réflexions. Et on avait déjà pensé à l'idée de faire quelque chose qui ressemble au Council of Economic Advisors. Et quand on est arrivé en 1997 aux affaires, on a reproduit le Council of Economic Advisors dans une de ses composantes, c'est-à-dire que celui qui animait le Conseil d'analyse économique, qui ne portait pas encore ce nom, était membre du cabinet du Premier ministre. C'était vraiment la volonté de Lionel Jospin. Ça a d'ailleurs conduit à beaucoup de choses. Comme la plupart des décisions de politique économique étaient prises toujours par un débat entre la ministre des Affaires sociales, Martine Aubry à l'époque, le ministre de l'Économie et des Finances, Dominique Strauss-Kahn, dans des réunions hebdomadaires. Ces deux ministres se sont aussitôt entourés d'économistes. Certains sont là, sont devenus d'ailleurs présidents délégués du Conseil d'analyse économique après. Et d'une certaine façon, les économistes ont imprégné complètement les cabinets. La deuxième caractéristique, c'est qu'à la différence du Conseil d'analyse économique américain, enfin le Council of Economic Advisors, il était pluraliste. Ce pluralisme, Lionel Jospin y tenait parce que ce qu'il voulait, c'est écouter. C'est avoir un débat, ça n'était pas qu'on lui remette une note avec la réflexion moyenne des économistes sur un sujet. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre. Moi, je trouve que ça a été une grande richesse. C'était parfois... On s'est posé la question, comment gérer ce pluralisme? Parce qu'avoir à la fois le pluralisme des sensibilités et le pluralisme des compétences, ça a conduit un conseil extrêmement important, bien plus important que ce qu'on imaginait à l'origine. Il y a eu une quarantaine de personnes dans le Conseil d'analyse économique, ancienne formule. Et en même temps, les administrations économiques y participaient, parce que c'était aussi la volonté du Premier ministre. Il voulait que ce qui restait enfoui dans les administrations économiques, qui est une richesse incroyable, les travaux des administrations en direction de la prévision de l'époque, ou INSEE ou autre, et tout ça a pu émerger parce que chacun des directeurs de ces administrations était aussi membre du Conseil d'analyse économique, et donc on pouvait s'appuyer sur tous ces travaux-là. L'autre caractéristique, c'est que contrairement au Conseil des sages allemands, qui construit un consensus entre 5 économistes, le Conseil d'analyse économique ne recherchait pas le consensus. S'il existait, tant mieux. Mais ce qui intéressait le Premier ministre, c'était le débat. C'était les idées, c'était la confrontation des points de vue. Il l'a dit d'ailleurs dès la séance d'installation. Et
au début, on n'avait pas d'idée précise sur la façon dont le Conseil d'analyse économique traduirait ses travaux devant le Premier ministre. Je pensais même initialement qu'on ferait une réunion après chacune des réunions du Conseil d'analyse économique. Je ferais une réunion avec le Premier ministre et les auteurs des rapports plus les discutants. Je ne pensais pas qu'on pouvait reproduire facilement une deuxième réunion du Conseil d'analyse économique avec le Premier ministre. Et en réalité, c'est en voyant fonctionner le Conseil que je me suis rendu compte qu'il fallait garder ce qui était extrêmement précieux, c'est-à-dire ce débat entre tous les économistes. Alors, je crois que dans la note, tu dis pensée unique ou cacophonie. C'est vrai qu'on ne risquait pas la pensée unique avec 40 économistes choisis justement en fonction de la diversité des sensibilités. On était tranquille de ce point de vue. Ça pouvait être la cacophonie. Ça ne l'a pas été. Les réunions étaient très longues. Après la réunion d'installation avec le Premier ministre, on a eu des réunions du Conseil proprement dit, sans le Premier ministre. Ces réunions étaient très longues. Il y avait la présentation des rapports, le point de vue des discutants, et puis après un tour de table qui était très long. Et je me suis rendu compte que ce tour de table était fascinant, qu'il y avait plein d'idées qui émergeaient. Et comme on avait un compte-rendu de ces réunions, je me suis dit, il faut que j'arrive à restituer ça au Premier ministre, parce que je savais que Lionel Jospin voulait le contact direct avec les économistes. Et donc, on a construit un modèle qui était une première réunion sur des rapports, sans le Premier ministre, très longue, mais avec tous les membres de cabinet intéressés. C'est-à-dire que les cabinets, aussi bien du Premier ministre que des différents ministères, dès la première réunion du Conseil d'analyse économique, ils étaient là. Donc, ils pouvaient s'imprégner de la pensée du Conseil. Il n'y avait pas besoin de leur faire une réunion spécifique pour leur présenter. Et ils bénéficiaient aussi de toutes les discussions, avant même le Premier ministre. Et la deuxième réunion, c'était la même chose, mais plus organisée. C'est-à-dire que je consultais différents membres qui avaient exprimé des idées intéressantes et importantes, et puis on reconstruisait cette réunion. Et je me souviens que dès la seconde réunion, en quelque sorte, du Conseil d'analyse avec le Premier ministre, il a été enchanté par ce contact, tellement enchanté qu'il s'est mis à poser des questions qui n'étaient pas du tout programmées, en disant qu'est-ce que vous pensez, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de politique économique orthodoxe. On me dit souvent que ma politique est orthodoxe. Et effectivement, il y a eu tout de suite après une autre réunion avec le Premier ministre, et je pense que ce mode de fonctionnement a imprégné complètement la réflexion économique du gouvernement et des deux principaux ministères qui y contribuaient. Alors, puisque François Bourguignon est à mes côtés, je lui montrerai un jour toutes les notes qui ont conduit à la création de la prime pour l'emploi. On voit que le rapport Bourguignon, il y en a eu deux d'ailleurs, le deuxième sur l'architecture des prélèvements obligatoires, mais il y avait un premier rapport sur les effets redistributifs de la fiscalité, laissait entendre que ce serait pertinent de créer, il manquait en France quelque chose qui ressemble à un impôt négatif, et c'est ce qu'on a essayé de créer avec la prime pour l'emploi, mais les notes de Bercy, du cabinet Matignon, reprenaient toutes ces analyses. Donc les rapports ont eu en fait beaucoup d'influence. Ils ont parfois eu une influence directe sur le Premier ministre. Je me permets juste une petite anecdote. Nous avions un débat entre Bercy, donc toujours à Matignon, entre le ministre de Bercy et la ministre de l'Environnement sur les permis négociables. Faut-il retenir cette idée-là ? Et ce débat était assez confus. La ministre de l'Environnement disant c'est des droits à polluer, c'est inacceptable. Bercy disant mais non, c'est des mécanismes de flexibilité qui sont tout à fait indispensables pour atteindre des objectifs. Et Lionel Jospin, au bout d'un moment, se dit la discussion est confuse, arrêtons la réunion, on la reprendra un peu plus tard. Il se tourne vers moi, il me dit mais j'ai le souvenir d'une présentation au Conseil d'analyse économique où on m'expliquait que les permis négociables avaient été extrêmement efficaces dans un domaine très particulier, je crois que c'était les oxydes de soufre. Le rapport en question, c'était Claude Henry qui l'avait écrit. Et il me dit, j'aimerais bien que tu me rappelles tout ça. Et donc j'ai fait une petite note. Quand il a été convaincu que c'était pertinent, il a appelé la ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, il lui a expliqué les choses et la réunion a repris un peu plus tard avec la bonne décision. Donc ça montre que le fait que le Premier ministre et lui-même étaient chaque fois
en contact avec la réflexion des économistes, ça a eu parfois des impacts importants. Je prends un deuxième exemple, et je m'arrêterai pratiquement là, parce que je suis très long. Le deuxième exemple, c'est un rapport que Lionel Jospin voulait confier à Edmond Malinvaud, parce qu'on avait une proposition que le Parti socialiste a depuis longtemps, reprend parfois, qui était de transférer les cotisations patronales sur la valeur ajoutée. Vieux débat, mais ça faisait partie de notre programme. Et Lionel Jospin, comme les deux ministres, aussi bien Martine Aubry que le ministre Strauss-Kahn, se disaient on manque d'analyse économique sur ce sujet, on a vraiment besoin d'un point de vue économique. Et on a pris la décision, Lionel Jospin a pris la décision de demander le rapport à Edmond Malinvaud. Je vais voir Edmond Malinvaud, membre du Conseil d'analyse économique, je lui dis le Premier ministre voudrait vous envoyer une lettre de mission pour que vous puissiez éclairer le gouvernement sur ce sujet. Il me dit mais c'est pas la peine. Je suis membre du Conseil d'analyse économique. Je vais faire un rapport au sein du Conseil d'analyse économique. Au moins, ce sera cohérent avec le Conseil. Alors, il a fait un rapport très spécifique. Il y a eu, pour une fois, une lettre de mission du Premier ministre qui demandait explicitement un rapport. Le rapport a été discuté au Conseil d'analyse économique avec des discutants. Et puis, il a été, je crois que d'ailleurs Jean Pisani, si je me souviens bien, était l'un des discutants. Et puis, il a été remis au Premier ministre, alors sous une forme plus classique, c'est-à-dire une remise de rapport, mais il avait été discuté au Conseil d'analyse économique. Tout cela pour dire que je pense que le contact direct avec le politique est essentiel. Il me semble que ce qu'attendent les politiques, c'est moins des notes, parce qu'on n'a pas toujours le temps de les lire, que des débats. Et je trouve que le pluralisme, qui a permis d'avoir un débat important, c'était une grande richesse. Et peut-être une petite remarque sur les notes actuelles. Moi, je me suis un peu plongé dans ces notes avant cette réunion. Je n'ai pas toujours eu le temps, quand j'étais député, de les lire. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'elles sont extrêmement intéressantes, elles sont très riches. Ce qui a un peu manqué, c'est le débouché politique. J'ai compris qu'il avait existé dans les premières années, moins dans les suivantes. Et je pense que le fait de présenter des notes à un cabinet ne suffit pas. C'est bien que le cabinet soit au courant, c'est bien qu'il vienne écouter les débats entre économistes. Ce qui est important, c'est après que le Premier ministre puisse dialoguer et demande des avis sur ces sujets. Donc je pense que la première mouture du Conseil d'analyse économique, qui donnait beaucoup de place au débat, me paraissait assez bien adapté à ce que les réflexions du Conseil d'analyse économique irriguent le débat politique. Merci, j'ai été trop long, je sens. Merci beaucoup, Pierre-Alain. C'est très, très intéressant d'avoir donc ces exemples concrets et vécus. Bon, comme tu le sais, on ne choisit pas son Premier ministre, et donc il y a eu des hauts et des bas en termes d'intérêt pour justement passer des longues du temps en réunion, écouter tout le monde et les pour et contre. On a eu une très bonne expérience effectivement avec Jean-Marc Ayrault qui voulait, comme l'a rappelé Odile, il utilisait aussi le CAE pour tester des idées et challenger ce qu'on pensait, et c'était vraiment intéressant. Bon, après, on a d'autres styles de Premier ministre qui sont plus ou moins intéressés par ces séances de débat. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le tour de table est une partie très intéressante. C'est peut-être le moment le plus intéressant de la vie collective du CAE, le moment où on débat d'un projet de rapport, d'un projet de notes, avec énormément d'idées, souvent très constructives, qui émergent autour de la table. Maintenant, sur la question du pluralisme, c'est un problème récurrent. Nous, notre grande fierté, c'est d'arriver à faire co-signer des notes avec des personnes qui pensent très différemment. Et donc, je vous conseille la note sur les dépenses publiques qui paraît jeudi, qui est co-signée entre Xavier Rago et Francesco Giavazzi, qui pensent radicalement, pour qui l'impact d'une baisse des dépenses publiques a un effet totalement différent. Voilà. Et on a réussi à trouver un chemin. Non pas en niant, on n'a nié aucune des deux points de vue, un point de vue très keynésien, puis un point de vue qui insiste sur les aspects plus structurels pour l'économie d'une baisse des dépenses publiques. Et on a réussi à trouver un chemin qui combine ces deux points de vue. Et pour nous, c'est notre grande fierté. C'est-à-dire que le pluralisme soit co-signé, et non pas que ce soit chapitre 1, chapitre 2. Voilà.
mais on peut évidemment en discuter. Alors je vais passer tout de suite maintenant la parole à Emmanuel Cuny. Donc Emmanuel Cuny est président de l'AGEF, Association des journalistes économiques et financiers. C'est un journaliste éminent à France Info. Vous pouvez l'écouter le matin pour les lève-tôt. Le débrief éco pour les lève-tôt. Ça sonne bien. Donc c'est un modèle de passage, d'explication pédagogique de sujets économiques compliqués pour le grand public, de décryptage pour le grand public. C'est un ancien de Radio Classique. Et donc, je vais lui passer la parole pour l'aspect, donc, lien entre les économistes et le débat médiatique, la presse. Merci Agnès. Et bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire commun d'ailleurs, puisque 20 ans, 60 ans pour l'AGEF. Voilà, donc j'en ai pris la présidence, j'ai eu l'honneur d'avoir été élu à la tête... à la présidence de cette honorable association pour reprendre la suite de Serge Marty, donc fin mars, et on met en place, on continue la dynamique et on met en place cette nouvelle dynamique. Alors je suis très heureux de ce débat à l'heure où effectivement le nombre de médias augmente, et plus forcément les médias traditionnels au sens presse écrite, radio, télévision. Maintenant il y a tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, je ne vais pas tous les citer, que tout le monde connaît et qui, malheureusement, véhiculent des tas de d'âneries, enfin, des choses sérieuses, et puis beaucoup de choses beaucoup moins. Et d'ailleurs, ce qui ressort de l'un des points des focus, c'est que Twitter est très peu occupé par les économistes. Il y a des économistes qui ont des comptes Twitter, mais quand ils en ont, ils ont... Généralement, je regarde très peu de tweetos, très peu de personnes qui suivent. D'autres en ont un peu plus. Mais effectivement, la communauté, entre guillemets, des économistes est beaucoup moins présente sur Twitter, alors que c'est un vrai outil, à partir du moment où il est bien utilisé, qui peut être un vrai outil de pédagogie. Alors donc, dans tout cela, le public s'y perd un peu. Il a besoin de repères, et c'est d'ailleurs l'une des missions de l'AGEF, qui a été construite par mes prédécesseurs, de mettre en relation les décideurs économiques, qu'ils soient patrons, économistes, même leaders politiques français, européens, et donc de les mettre en relation avec les journalistes pour que ces journalistes aient de la matière. Ça, c'est très important, et c'est une mission, évidemment, que l'on va continuer à développer. Et il faut dire que on a beaucoup de difficultés à faire passer les messages. Pourquoi ? Parce que les journalistes sont un peu victimes de ce dont sont victimes également les économistes. C'est un petit peu le discrédit dans l'opinion. Il y a une défiance de la part du public évidente. Une défiance, je dirais, à l'encontre de la caste des savants, des sachants et des communicants. Donc les sachants, les économistes, les communicants à la solde d'eux. Je suis très étonné, moi, là je parle de la radio que je connais essentiellement. Je suis toujours très étonné de la manière dont les auditeurs entendent les choses, c'est-à-dire qu'ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Sur une chronique économique, par exemple, je reçois du courrier ou des courriels, des mails, les uns pour le même sujet, le même angle d'attaque. Pour les uns, je suis un suppôt du MEDEF, du patronat, et pour les autres, je suis un suppôt du gouvernement. Voilà. Donc, limite, voilà, c'est le consensus quelque part. Mais c'est vrai que, voilà, donc il y a besoin d'avancer en ce sens. Et effectivement, il y a aussi, et ça on a beaucoup de retours, la défiance du public à l'égard de la doxa, donc de plus en plus dénoncée. La doxa définie par les décideurs et relayée par les journalistes. Donc il y a aussi l'indépendance intellectuelle des économistes. Quand on interviewe par exemple des économistes de banque, qu'on les fait s'exprimer sur certains sujets, là aussi on a des retours en disant mais attendez, quelle légitimité un économiste de banque a de parler sur tel ou tel sujet. Là il y a parfois aussi conflit, il peut y avoir conflit d'intérêts sur cela, il faut qu'on soit très, très vigilant. Alors je ne reviendrai pas au sujet des conflits d'intérêts sur l'initiative de l'AFSE, effectivement, sur le fait ce code de bonne conduite d'obliger les économistes à publier sur leur site internet la liste de leurs activités, les collaborations. Ça a été construit d'ailleurs en grande partie avec l'AGEF, et on en est très fiers. Donc difficulté, je dirais, de travailler la matière économique, mais il y a une forte appétence du public. Et ça, c'est l'une des vertus de la crise. Ce qui renforce aussi notre responsabilité en tant que médias et les économistes, c'est faire de la pédagogie autour de la matière économique.
Et l'une des vertus de la crise, la dernière crise importante financière que le monde a connue, a été de créer cette appétence pour le public. Je suis très frappé d'entendre maintenant des ouvertures en radio, encore une fois. Hein, je parle essentiellement de l'attaque radio, des journaux d'information aux heures de grande écoute, genre journal de 13h, journal de 18h, ouvrir aujourd'hui avec la politique monétaire américaine. C'était impensable il y a une dizaine d'années. Sur RTL, par exemple, pour ne pas la citer, ça arrive. Pourquoi on va s'intéresser en ouverture du journal de 18h, qui est un journal et une radio grand public, à la politique monétaire américaine, aux propos de Janet Yellen? Enfin, le nom est maintenant connu pratiquement de tout le monde, je ne vais pas dire la France entière, mais enfin, on a une appréhension, disons, une connaissance un peu plus précise des choses par ce traitement des médias mainstream, entre guillemets, et bien, tout simplement parce que les Français ont envie de comprendre comment fonctionne leur quotidien. C'est-à-dire, chacun se lève le matin, on est tous un acteur économique, on est tous un acteur social, qu'on ait un job, qu'on n'en ait pas. On a envie de comprendre. Et ça, c'est une vraie opportunité pour nous, évidemment, journalistes, mais aussi pour les économistes, de faire passer le message. Il y a la question de la formation des journalistes, effectivement. Alors, l'économie a été très longtemps, elle est encore un peu parfois le parent pauvre dans certaines écoles. Il y a quand même une amélioration notable depuis quelques années, avec des formations à HEC, à l'ESSEC, etc. Et puis il y a une méthode aussi, certains, je crois que c'est un grand patron de presse internationale qui me disait, mais nous, finalement, maintenant, face à la pénurie et face aux incompétences au niveau de la formation, des manques, des carences de formation en économie, et ben on recrute des économistes ou des financiers, on les forme au journalisme. Donc ça, c'est le système inverse. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, elle existe aujourd'hui dans la réflexion de certains patrons de presse. Je pense qu'il faudrait aussi réformer ou au moins compléter la formation sur le plan microéconomique. Autant on a des formations macro, etc. Je pense que la microéconomie est aussi le parent pauvre aujourd'hui de certains enseignements, certaines écoles, enfin certains cursus. Comprendre la vie des entreprises, c'est comprendre la vie tout court, quoi. C'est l'expliquer et c'est faire en sorte de se rapprocher du public. Et pourquoi pas, je ne trouverais pas illogique qu'un journaliste économique digne de ce nom puisse ou sache lire un bilan d'entreprise. Ça, c'est trop rare aujourd'hui, je crois, sauf quelques exceptions près. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une certaine paupérisation des rédactions, il y a une multiplication des tâches, moins de moyens, moins de publicité pour certains médias. Donc de moins en moins de journalistes pour traiter de plus en plus de sujets. Et ça ne favorise pas la compréhension et surtout le traitement de fond. Il y a différentes initiatives, évidemment. Alors on peut s'interroger sur la place de l'économie dans les médias généralistes. Je citerai volontiers l'initiative du Monde économique qui a été pilotée notamment par, je disais, notre ancien président Serge Marty, qui a contribué à cette pédagogie avec le cercle des économistes également. Il y a le prix du meilleur jeune économiste, donc et le rayonnement de la jeune génération dans les librairies, entre autres. Et Agnès, tu as été l'une des toutes premières, d'ailleurs, lauréate de ce prix du meilleur jeune économiste. Il y a le prix du meilleur article financier avec la Banque de France, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, etc. Donc, il y a de la matière. Maintenant, il faut, je dirais, adapter à la demande du public. Il y a aussi un effort peut-être de la part des économistes sur le fond et la forme. On entend parfois des débats ou des explications un peu jargonneux. Donc, est-ce que vous progressez? Oui. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire non parce que je vais me faire battre en public. Non, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts à faire. Pas tant, d'ailleurs, le côté jargonneux, mais on a souvent l'impression d'avoir des débats d'économistes pour les économistes. Et ça, c'est malheureusement un travers. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Nous, les journalistes, on doit en faire preuve. Les économistes, pourquoi pas faire des médias training, tout bêtement. Hein. C'est apprendre à parler devant un micro, apprendre à être... Voilà, on est dans un média, sur un plateau de télé ou dans une radio. On ne répond pas forcément à une interview de presse écrite. Ça demande de la forme et ça demande une formation. Pensez-y parce que ça, c'est très important et nous sommes demandeurs en tant que médias. Voilà, donc je pense que
pour revenir sur la question de consensus, le débat, moi je suis un fervent partisan du débat, évidemment, bon, un petit peu comme Lionel Jospin au tout début, d'écouter, d'entendre. Après, effectivement, les économistes ni jamais d'accord, ni pensée unique. Je pense que le débat est là. L'essentiel de nos beaux métiers, de fonctions, journalistes, économistes, c'est de donner les clés au public pour comprendre. Voilà, c'est un chouette rôle. Merci beaucoup Emmanuel. C'est assez frappant ce que tu dis sur micro-macro, parce que moi je pense que c'est assez profond, c'est pas simplement les journalistes, c'est en France, on a une culture macro. Et la micro, c'est quelque chose d'un peu sale, qu'on ne va pas vraiment mettre en avant. Ça se voit dans l'enseignement, c'est assez fort, à la fois l'enseignement secondaire et supérieur, et donc ça se voit dans la presse. Il y a une culture où c'est... Voilà, une défiance même à l'égard de l'entreprise. On va ouvrir le journal avec la politique de la Fed, mais pas nécessairement avec des sujets de régulation sectorielle ou locale. Quand on traite de l'entreprise, on voit souvent, d'ailleurs, on le traite généralement, on voit la bouteille ou le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est-à-dire qu'on parle toujours des entreprises qui licencient et jamais de celles qui embauchent. Alors ça, c'est aussi le problème, voilà. Effectivement. On peut aussi parler, j'espère qu'on en parlera un peu plus tard, du rôle des économistes aussi pour, non pas pour conseiller de faire quelque chose, mais conseiller de ne pas faire quelque chose. Ce qui est quelque chose de très important qu'on a vécu, je pense, Pierre-Alain.